Bonjour Olivier Le Gall. Bonjour. Vous êtes intervenu dans la session Publier ou périr. Ma première question, c'est quelle est la place du scientifique, du chercheur, à l'ère de la post-vérité? C'est drôlement compliqué parce que à l'ère de la post-vérité, comme son nom l'indique, la vérité est floue. Et pour les décideurs, pour nos concitoyens, la vérité est floue. Les chercheurs descendent dans la rue quand l'administration Trump met en place un certain nombre de mesures immédiatement quand elle arrive de désinformation. Les chercheurs descendent dans la rue pour dire la science n'est pas une opinion, les décisions doivent être basées sur la science, etc. Et en réalité, on n'est pas entendu quand on fait cette démarche parce que les mécanismes de l'intégrité scientifique sont très difficiles à comprendre. Les mécanismes de la méthode scientifique qui transforment l'inconnaissance en connaissance sont très difficiles à comprendre pour nos concitoyens. Et donc, il faut qu'on travaille sur l'intégrité scientifique, il faut qu'on travaille sur la méthode scientifique, il faut qu'on travaille pour en parler devant nos concitoyens, devant les décideurs. Alors, vous parlez d'intégrité scientifique. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de l'éthique? Éthique et intégrité scientifique, c'est deux choses un petit peu différentes, qui sont absolument nécessaires. Je les compare à deux piliers d'un tabouret. Si un des piliers est vermoulu, le tabouret, il ne faut pas s'asseoir dessus, il va tomber. Et c'est deux choses un petit peu différentes. L'éthique, c'est vraiment la relation de la science avec la société, une relation presque culturelle, les progrès de la science, les progrès ou l'évolution des demandes de la société, comment tout ça, ça s'harmonise. Et donc, il faut la réviser une fois de temps en temps, c'est très culturel, ça s'applique à tous les chercheurs, avec des fondamentaux, mais avec une dimension culturelle très importante. L'intégrité scientifique, c'est la manière de faire de la science, la manière de faire des statistiques, la manière de citer des auteurs, la manière de monter des expériences. Ça, c'est plus une expertise métier, on va dire, donc ça ne concerne que les chercheurs pratiquement, mais c'est ça qui fait que la science à la fin est robuste, et qu'on transforme justement, comme je disais, cette inconnaissance en connaissance. Alors parlons de la fraude. Qu'est-ce que ça représente finalement dans tout ce qui est publié? Quel est le pourcentage qu'on peut attribuer à des articles qui auraient utilisé un certain degré de fraude? Très difficile à savoir. Le premier indicateur, c'est combien des articles sont rétractés. Très peu. Moins du pour 1000. Parce que pour qu'un article soit rétracté, il faut que la fraude soit détectée et il faut qu'elle soit traitée correctement ensuite. Et ça, c'est très peu que ça aboutisse. Je prends l'image de la pointe de l'iceberg et même c'est la pointe de l'iceberg. Quand on regarde en détail les articles scientifiques, quand on demande aux chercheurs, avez-vous déjà fait des choses, on leur explique ce que c'est que les pratiques questionnables de recherche, en fait, autour de la fraude, toute une zone grise de pratiques, utilisation douteuse des statistiques, citation douteuse des co-auteurs, saucissonnage des dossiers de publication, mauvais archivage des données, etc. Donc, avez-vous déjà eu recours à ces pratiques douteuses, en leur expliquant un petit peu pourquoi elles sont douteuses, etc., aux chercheurs? À ce moment-là, on tombe sur quelques pourcents de chercheurs qui reconnaissent avoir parfois eu recours à des pratiques douteuses. Et puis quand on regarde les articles eux-mêmes, ça c'est le corps de l'iceberg, et l'environnement de l'iceberg est très important aussi. Quand on regarde les publications scientifiques elles-mêmes avec des yeux aguerris, on s'aperçoit éventuellement là que quelques pourcents d'entre elles contiennent des figures qui sont fabriquées, falsifiées, et notamment ça a émergé, pour faire court, et on ne va pas citer de marque, mais avec les logiciels de traitement d'images qui sont arrivés dans les laboratoires à la fin des années 90, début des années 2000. Ça s'est ensuite un peu stabilisé à un niveau haut, et puis ça commence à rebaisser un petit peu parce que justement les chercheurs maintenant sont un peu sensibilisés. Mais l'environnement du chercheur, y compris la manière dont il sait qu'il va être évalué sur ses publications, plutôt que sur son travail, sur la manière d'exprimer son travail, les publications, sur le contenant plutôt que sur le contenu, du coup, ça l'incite à travailler sur le contenant plutôt que sur le contenu, malheureusement. Et alors, pour continuer avec ces outils qui permettent justement de faciliter les publications, on a maintenant l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'on produit des publications complètement factices? Alors, l'intelligence artificielle, elle arrive juste. En même temps, elle était déjà là un petit peu sous des formes plus embryonnaires, mais elle arrive juste dans les laboratoires et dans l'écosystème de la recherche, avec y compris des choses positives. Par exemple, il y a une initiative qui s'appelle ScienceCast,
qui est associé à l'archive de préprint bioRxiv, et qui, dès qu'un préprint est mis en ligne, en fait tout de suite une traduction, entre guillemets, orale, qu'on peut écouter quand on est un profane, donc en version profane, et en version experte, par exemple. Et donc, on est dans le domaine, plutôt que de lire le papier, on peut écouter le truc. C'est produit par une intelligence artificielle, c'est indiqué comme tel, de manière transparente, et les auteurs qui ont vu leurs articles, qui connaissent très bien leurs articles, qui ont vu leurs articles devenir ce produit étonnant, enfin innovant, étonnant, disent que c'est plutôt bien fait. Donc il peut y avoir des choses positives. Par contre, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est une certaine industrialisation des fraudes, avec aujourd'hui des articles dont les textes ont été écrits par intelligence artificielle. On trouve les phrases clés de ChatGPT, par exemple, dans des articles scientifiques. En tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas prédire le futur, mais néanmoins, je peux vous donner quelques idées pour vos perspectives d'articles. Et ils l'ont laissé, malheureusement. On trouve des figures qui ont été produites, et donc des données qui ont été produites de manière industrielle, déconnectées sans doute de toute pratique de laboratoire. On trouve des autorats à vendre pour des articles qui sont produits vraisemblablement de cette façon-là. Des autorats, par exemple, si cet article a 7 auteurs, il y a 7 places à vendre. Je prends souvent l'image d'un bus. Les personnes qui sont co-auteurs de cet article n'ont pas besoin de se connaître, elles sont à bord du même article. L'auteur même de l'article n'est pas auteur, celui qui a manipulé ChatGPT ou une autre intelligence artificielle pour le produire. Donc on commence à voir émerger ça. L'Académie des sciences chinoise prend même des mesures pour interdire certaines revues qui ont recours de manière régulière, mais c'est sans fin, parce qu'à ce moment-là, ça se reporte sur d'autres revues. Et puis, c'est sans fin. Et puis en plus, ce qu'on voit, c'est que des revues mainstream, réputées, se font berner, elles aussi, par ces contenus. Donc il faut y faire très attention, parce que la limite entre la science et la vérité et la post-vérité, pour revenir à la question initiale, y compris pour le chercheur, la limite commence à être très floue. Et à un moment donné, il va falloir sans doute qu'on réfléchisse à la manière, pour le monde de la recherche, d'authentifier ces travaux et de certifier que telle publication, tel travail a bien été fait dans un laboratoire de recherche, a bien fait l'objet d'une activité de recherche. Donc gardons l'esprit critique et soyons prudents. Merci beaucoup. Exactement. Merci à vous.